Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on vous parle d'un nouveau traitement dans la lutte contre le cancer du pancréas. Et c'est un traitement qui est porteur de beaucoup d'espoir. Et on reçoit la première patiente française à avoir pu bénéficier de ce médicament expérimental. Elle va venir nous raconter dans quelques instants ce que ça a changé dans sa vie. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Alors c'est vrai que je le dis assez régulièrement, mais je voulais encore vous remercier puisque vous étiez encore très nombreux et très nombreuses à nous regarder. Donc on vous le dit régulièrement, mais vous êtes de plus en plus nombreux. Et on est vraiment ravis que l'émission vous plaise. Et cette réussite, on vous la doit évidemment, notamment vous, Rim, bonjour. Bonjour Jimmy. Vous répondez à nos téléspectateurs et aujourd'hui c'est Mélanie qui vous a fait acheter quelques petites bouteilles de gazeuse. Exactement, elle nous demande s'il y a des risques pour la santé, qu'on va voir, les apports, s'il y a des risques, mais plutôt rassurantes comme chroniques. Puis vous allez goûter chacune de ces eaux, ça vous dit? Oh, oui, pourquoi pas. C'est pas non plus fou de boire de l'eau gazeuse, on va goûter de l'eau gazeuse. Clémentine, goûter de l'eau gazeuse, est-ce que ça vous plaît? Ça me va très bien. Moi, j'aime pas les trop salés. Je crois que c'est ça, on va tout à l'heure voir le lesquels taux de sont, sodium. Ouais. Gilbert Boujaoudé, bonjour. Il y a toute la pollution de plastique avec Rim aujourd'hui. Vous avez décidé de tuer la chronique de Rim, parce qu'aujourd'hui vous êtes un tue-l'amour. Voilà, c'est pour ça que je vais parler des tue-l'amour, là. erreurs, des tue-l'amour, et on va voir aussi les erreurs qu'on fait en toute bonne foi, mais qui ne correspondent pas vraiment à la physiologie du plaisir. Est-ce que garder ses chaussettes, ça fait partie des tue-l'amour? On verra ça. Clémentine Portier-Kaltenbach. Écoutez, moi aussi, je vais me mettre sur votre ligne à peu près. Je vais parler d'un autre tue-l'amour, d'une certaine manière, c'est quand les femmes ont leurs règles. Et depuis la nuit des temps, les inventeurs s'en préoccupaient pas tellement. Donc c'est une femme, Marie Kenner, une afro-américaine, qui a fait progresser la question de façon majeure. Voilà. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Saint-Étienne à la découverte d'un service hospitalier qui prend en charge la fatigue chez les patients atteints de maladies chroniques. Et vous allez voir, le traitement est étonnant. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des traitements contre le cholestérol. À partir de quand doit-on prendre des médicaments, vous savez, qu'on appelle des statines? Que faire quand on a des effets secondaires à cause de ces médicaments? Et puis tiens, au quotidien, quels aliments permettent de faire baisser le cholestérol? Et puis est-ce qu'il y en a certains qu'il faut éviter? Les explications avec un médecin nutritionniste. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Tout de suite, le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un immense espoir pour les personnes atteintes d'un cancer du pancréas, un traitement expérimental capable de doubler la survie de certains malades. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Barbara, la première patiente française à avoir bénéficié de ce traitement, et son médecin, le professeur Pascal Hamel, spécialiste d'oncologie digestive et médicale à l'hôpital Paul Brousse, à l'Institut du cancer et à l'université Paris-Saclay. Bonjour tous les deux, bonjour professeur, bonjour Barbara. Bienvenue à vous. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Barbara, vous avez 56 ans, vous avez un cancer du pancréas qui a été diagnostiqué à un stade métastatique. Oui. Vous avez bénéficié de ce traitement, mais la première chose qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous allez aujourd'hui? Bien. Bien, c'est ça veut dire. J'ai une bonne énergie. J'ai repris mon travail en septembre 2025, à mi-temps. Je n'ai pas de douleur. Je vis ma vie, je m'occupe de mes enfants. Et ça, c'était des choses qui n'étaient pas possibles avant le traitement? C'était plus difficile. J'ai eu auparavant une chimiothérapie. Il y avait beaucoup de fatigue, il y avait des écœurements à l'idée de manger, etc. Et j'ai un meilleur confort de vie avec ce médicament. Et un des critères, c'était justement que la chimiothérapie ne fonctionne pas à stade initial pour bénéficier de cet essai. Le jour où on vous a proposé d'y participer, parce que c'est un essai clinique, vous pouvez avoir soit le placebo, le traitement conventionnel ou le nouveau traitement. Oui. Vous avez dit oui tout de suite? Alors disons qu'il y avait un tirage au sort. Donc il fallait appréhender cette idée, que ce soit un tirage au sort et que c'était oui ou non. Ça a été assez difficile. Les jours qui ont précédé, est-ce que je vais être prise ou pas? Moralement, c'est pas évident. Voilà. Et après est tombée la bonne nouvelle. Donc évidemment, j'étais ravie et j'ai sauté sur l'occasion. Professeur Hamel, on parle d'une étude internationale qui est menée sur 460 patients un peu partout à travers le monde, une soixantaine en France. C'est une étude que vous avez pilotée ici. Est-ce qu'on peut parler de résultats spectaculaires? Ah oui. Je suis avare des superlatifs pour le cancer du pancréas. Il y a eu tellement d'échecs ces 30 dernières années que oui, c'est un résultat spectaculaire parce qu'un doublement de la survie
des patients qui ont échoué à un premier traitement, alors qu'en général, l'espérance de vie n'est plus très longue parce que la deuxième chimiothérapie, celle qui était en regard du traitement nouveau par tirage au sort, comme disait Barbara, marche pas si bien qu'on voudrait, bien sûr. Et là, ce doublement de survie, c'est vraiment très important, très très important. Cette molécule, ça s'appelle le daraxonrasib. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer, schéma à l'appui, comment elle fonctionne, s'il vous plaît? Alors, c'est un nom un peu compliqué, mais qui s'explique très brièvement. Alors, en gros, il y a un gène très important qui s'appelle KRAS. Il faut retenir ce nom-là dans cette histoire. Ce gène pousse les cellules tumorales à se diviser quand il est muté. Et dans le cancer du pancréas, il est abîmé, muté dans 90% des cas. Donc, il fabrique une protéine en excès. Cette protéine, elle doit, pour agir et pousser la prolifération, se lier à deux autres protéines, cyclophiline A et RAF. Et quand elles sont liées ensemble, comme ces trois morceaux de puzzle, c'est comme ça que j'explique à mes patients et aux étudiants, à ce moment-là, ça pousse la prolifération d'une cellule normale, mais sauf que dans le cancer, c'est indéfini. Ça ne s'arrête plus. Le daraxonrasib, donc ce médicament, finalement, c'est un médicament qui va se mettre au milieu des puzzles. Moi, je prends l'image d'un chewing-gum pour mes patients. Les morceaux, les trois protéines ne peuvent plus s'emboîter. C'est vraiment une question d'encombrement de place. Et à ce moment-là, les cellules s'arrêtent de se diviser. Donc ça veut dire que le médicament, vous pouvez revenir avec nous si vous voulez, ça veut dire que ce médicament, il permet de limiter la prolifération des cellules cancéreuses. Est-ce qu'il agit aussi sur la taille de la tumeur? Alors, il peut agir sur la taille de la tumeur. Ça, c'est des résultats qu'on annoncera à l'ASCO, que je n'ai pas le droit de dire pour le moment, mais l'ASCO, c'est un congrès l'ASCO, qui a lieu aux le grand congrès international américain qui a lieu fin mai, début juin. Donc, les détails des résultats de cette étude seront présentés. Oui, la tumeur diminue dans un certain nombre de cas. Et Barbara l'a vécu elle-même. Simplement, il faut savoir que peut-être seul, ça ne suffira pas dans les années à venir. Peut-être qu'on adjoindra une chimiothérapie qui, elle, détruit directement les cellules. Là, on freine le moteur. Il faut peut-être qu'il y ait une chimiothérapie qui aide ensuite. Mais ça, c'est pour le futur, parce que pour le présent, c'est déjà énorme, le résultat. Énorme. Et vous en êtes la preuve, Barbara. Donc, on sait que le cancer du pancréas, il a des retentissements sur la qualité de vie des malades. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans la vie de tous les jours entre l'avant et l'après prise de ce médicament? Déjà, ce médicament, il est simple à prendre. On n'est pas obligé d'aller à l'hôpital pour le traitement. On le prend tous les jours à une heure précise. Et puis, c'est un cachet que vous prenez? Oui, c'est 3 cachets en tout que je prends tous les jours à heure précise. Et puis, très franchement, comme j'ai dit, j'ai une meilleure vitalité. Je me sens mieux. Je peux faire une balade d'une heure sans aucun problème. Je n'ai pas de douleur. Et ça, j'insiste là-dessus, je n'ai pas de douleur. C'est-à-dire qu'on allonge la survie avec une bonne qualité de vie. Oui. Cependant, il y a des effets secondaires. Notamment. Justement, lesquels? Qu'est-ce que vous en avez? Alors, au niveau de la peau, des éruptions de boutons, par exemple. J'en ai eu sur le visage dans un premier temps, puis après sur le corps. Voilà. Donc, ça a été soigné grâce à l'aide d'une dermatologue. Est-ce que, professeur, on peut parler d'autres effets secondaires? Parce que vous parlez tout à l'heure de la chimiothérapie qui a des effets secondaires parfois importants et qui parfois contraignent les médecins à arrêter le traitement. Pour ce qui est de ce médicament? Ce que Barbara raconte est l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a vu des éruptions cutanées. Alors au départ, nous, comme les patients, on disait éruption cutanée chez quelqu'un qui a un cancer du pancréas métastatique qui échappe au traitement habituel. Les patients nous disaient ça, nous aussi. Et puis quand on a vu des éruptions un peu fortes qui gênaient la vie des patients, qui se grattaient ou qui avaient peur de sortir dans la rue, on a adapté ça. Mais les dermatologues vont nous aider. C'est le principal effet secondaire. Les autres effets secondaires, la fatigue est toujours difficile à interpréter chez quelqu'un qui a un cancer, bien sûr, mais c'est possible. Les effets digestifs sont faibles, mais il y a finalement très peu d'effets secondaires sérieux. Vous le disiez tout à l'heure, les résultats n'ont pas été publiés. Ce sera pour la fin du mois de mai. Mais est-ce qu'on peut déjà imaginer voir ce médicament arriver sur le marché en France ? Alors, les résultats ne sont pas publiés, mais le résultat principal est publié. C'est-à-dire que l'étude est positive. La messe est dite. C'est-à-dire que ce médicament devrait pouvoir être dans nos pharmacies dans quelques temps. Le détail des études nous permettra d'affiner un petit peu quels patients en bénéficient le mieux, quel traitement il faut faire pour les effets secondaires, etc. Donc oui, ce médicament va arriver. Alors après, c'est le délai, je dirais, réglementaire. La Food Drug Administration, la FDA, a dit qu'il y aurait une procédure accélérée car c'est un cancer grave pour lequel il n'y a pas beaucoup de médicaments, malheureusement, jusque-là. Et donc, malgré cette procédure accélérée qui ira vite aux États-Unis, elle ira moins vite en Europe parce qu'on est moins rapide et moins vite en France. Donc, c'est pour ça que c'est une excellente nouvelle pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Ce sera une très bonne nouvelle pour les patients demain. C'est-à-dire que ce médicament ne sera pas disponible dans les semaines à venir car l'étude est terminée. Il y a d'autres études qui démarrent avec ce produit.
mais on ne l'aura pas dans les pharmacies pour le donner. Et ça, il faut le dire, parce qu'il y a des patients qui nous écoutent actuellement, leurs familles, ceux qu'on soigne, qui aimeraient bien l'avoir et qui ne pourront pas l'avoir dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent. Mais on comprend quand même que c'est source d'espoir et que voilà, la lutte contre le cancer et le cancer du pancréas continue. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation. Merci Barbara, beaucoup. merci de votre témoignage. Merci à vous. Vraiment, on vous souhaite plein de courage dans la lutte contre la maladie et contre le cancer. Tout le Et meilleur on adresse pour vous. évidemment Merci. toutes nos pensées à nos téléspectateurs également qui luttent pour certains qui nous regardent contre le cancer. Merci encore et bon courage. Merci. Merci. On passe à un autre sujet. C'était il y a 40 ans. Le 26 avril, nous allons commémorer l'accident nucléaire le plus grave de l'histoire, la catastrophe de Tchernobyl. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est pour mettre en avant une étude originale. Des chercheurs de Caen, spécialistes en radioactivité, sont en train de cartographier la pollution des sols 40 ans plus tard. Pour ça, ils ont fait appel aux amateurs de champignons. Regardez ce reportage de Camille Leclerc, Mathieu Vibo et Stéphane Joviado. Dans ce colis se cache un trésor naturel. Comme information, on a la localisation, donc là c'est le 70, donc en Haute-Saône. On a 2 espèces de champignons, l'hydne et le pied de mouton. Ces champignons n'ont rien d'appétissant, mais ils vont faire avancer la science. On nous envoie des champignons parce que c'est des indicateurs qui sont sensibles. C'est ce qui va concentrer le césium-137 des retombées de Tchernobyl et c'est ce qui va nous montrer en fait la présence ou non de césium selon la localisation en France. Le 26 avril 1986, à Tchernobyl en Ukraine, un réacteur de la centrale nucléaire explose. Une substance radioactive, le césium-137, est rejetée en grande quantité dans l'atmosphère. Pendant 10 jours, un nuage radioactif survole l'Europe, y compris la France, et des déchets se déposent sur le sol. Ce césium-137, lorsqu'il est ingéré, il va passer la barrière intestinale, passer dans le sang, et au niveau des cellules, il va induire des lésions. Ces radiations, ces substances sont des substances cancérogènes. Mais 40 ans plus tard, les sols sont-ils toujours contaminés? Ce laboratoire cherche à le savoir avec vos échantillons. Tous les cueilleurs français ou européens peuvent envoyer des champignons. Ici, ils sont séchés puis réduits en poudre. Tiens, j'ai fait un champignon. Ah super, ok, on va l'analyser. Ce spectromètre va mesurer la radioactivité. Vous voyez un grand pic qui apparaît ici. Mon logiciel clairement identifie qu'il s'agit de césium-137. C'est un élément radioactif qui va mettre beaucoup de temps pour disparaître de l'environnement. Il a une période radioactive de 30 ans et on dit qu'il faut à peu près 10 périodes pour qu'il disparaisse complètement. Ça veut dire 3 siècles. 90 échantillons ont été analysés, 80% d'entre eux étaient contaminés, à des seuils inférieurs aux normes sanitaires établies depuis la catastrophe. Est-ce qu'effectivement, même dans des doses faibles, il y a un risque? Ce risque, il est très faible, certes, mais il n'est pas nul. Donc à ce moment-là, la question c'est où on met le curseur de l'acceptabilité sociale et sociétale. Une cartographie des sols pollués a aussi été publiée sur le site de l'association. Et sachez qu'une soirée spéciale est prévue sur France 2 avec une série documentaire Tchernobyl, une tragédie sans fin, réalisée par David Kornbrosa. C'est mardi 28 avril à 21h10 sur France 2 donc. On termine ce journal avec un légume de saison, l'asperge. Et je suis allée au marché, vous préférez lesquelles? Ah, Les vous avez blanches, ramené des vertes et des blanches, Ouais. qu'est-ce qu'elles coûtent cher en plus. Les vertes et des pas mûres. Les vertes et des pas mûres, moi je préfère les vertes, je les trouve Oui, meilleures. bah bien sûr. Alors c'est vrai que c'est encore un petit peu cher les asperges, mais c'est quand même toujours très bon. Perso, j'adore la vapeur avec, vous savez, la petite vinaigrette avec Ouais, c'est pas mal, ça. de l'œuf dur dedans. Sauce gribiche, je crois ça s'appelle. Je ne connaissais pas. Je reviendrai pour vous donner la recette une prochaine fois, mais vous avez forcément remarqué, enfin certainement en tout cas, que quand on va faire pipi après avoir dégusté des asperges, ça sent très fort et ça sent un peu bizarre. Oui, on va essayer de comprendre pourquoi, quand on mange des asperges, eh bien l'urine sent mauvais. En fait, l'asperge contient un acide un peu particulier qu'on appelle l'acide asparagusique. Cet acide va être transformé dans votre corps par un composé soufré. Et ce composé soufré, il va se retrouver dans le sang, être filtré par les reins et être éliminé dans les urines. Sauf que comme c'est un composé soufré, il est volatile et donc par conséquent, on sent assez facilement cette odeur liée aux asperges. Alors on produit tous cet acide et on la transforme en soufre, mais de manière un peu inégale pour ce qui est de la perception et notamment de l'odeur. En fait, certaines personnes ont une prédisposition génétique à ne pas sentir la mauvaise odeur des asperges.
Vous saurez ça la prochaine fois que vous choisirez un partenaire. Ils ont quand même gagné à la loterie, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus sympa dans l'asperge, l'odeur du pipi non, après. effectivement, c'est pas fou. Mais il faut continuer à en manger parce que c'est très bon pour la santé. C'est diurétique notamment, les Complètement. asperges. C'est vous qui m'avez appris ça. Je fais comme si je vous l'apprenais alors que c'est vous Mais qui me non, l'avez dit en ouais. préparant cette émission. Merci beaucoup, Emma. Et j'attends vos asperges. Je Sauce quoi vais aller bosser. Gremlins. Pas gremlins, grébiche. Gribiche. Ouais. Gribiche. Voilà, Merci Gribiche, ma beaucoup, biche. Emma. Gribiche, à demain. À bientôt. Merci, Emma. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions sur les traitements pour faire baisser le cholestérol. Il sera question évidemment de médicaments, mais également d'alimentation. Nous serons avec le docteur Fricker. Il est médecin nutritionniste. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à Saint-Étienne dans un service hospitalier qui s'occupe de malades chroniques qui sont atteints d'une fatigue très importante. Et vous allez voir qu'ils ont une façon bien particulière pour la traiter. Portrait d'une femme, Marie Kenner, afro-américaine, qui a inventé la toute première serviette hygiénique. C'est la chronique de Clémentine Portier-Kaltenbach. Quels sont les fameux tue-l'amour qui peuvent nuire, gâcher le plaisir sexuel? C'est la chronique de Gilbert Boujaoudé. Nous répondrons à la question de Mélanie, une téléspectatrice qui aimerait savoir s'il est bon de consommer régulièrement de l'eau gazeuse ou s'il y a peut-être quelques précautions à avoir. C'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Rim, Gilbert, Clémentine. Clémentine, on commence avec vous. Vous nous racontez l'histoire de l'afro-américaine Marie Kenner qui a changé la vie des femmes en révolutionnant justement les protections hygiéniques. Bah oui, c'était quand même pas la grande priorité des chercheurs de mettre un terme à l'inconfort des femmes. Le sujet des règles féminines était quand même un sujet tabou depuis toujours. Alors, comment se dépatouillait-elle avec le système D, naturellement? C'est-à-dire, on prenait des pièces d'étoffe qu'on utilisait, qu'on lavait, qu'on réutilisait. Et comme on peut s'en douter, en particulier quand on est une femme, tout ça, c'était comme une sorte de, vous voyez, on les pliait, repliait, mais enfin, c'était très inconfortable, ça avait tendance à quitter les sous-vêtements. Bon, alors, vraiment, non, pas du tout efficace. Au début du 19e siècle, on met quand même au point un genre de ceinture sanitaire. Bon, ça marche pas bien. On peut dire que les premiers balbutiements un peu efficaces, c'est la fin du 19e aux États-Unis. Et là, on commercialise un genre de mouchoir sanitaire et de serviettes sanitaires. Mais enfin, il n'y a que quelques rares privilégiés qui peuvent l'utiliser. Donc, ça n'est pas du tout encore un produit grand public. Jusqu'à ce que Marie Kenner, une jeune afro-américaine, ait l'esprit un peu inventif et décide de changer la donne. Oui, alors elle est née en 1912 à Monroe, en Caroline du Nord, et elle a de qui tenir, cette femme, parce que dans sa famille, tout le monde invente. C'est quand même rigolo. Alors on invente des choses très variées, des jeux de société, des signaux lumineux pour les chemins de fer, un fer à repasser de voyage. Vous voyez, c'est extrêmement varié. Et quand la famille Kenner déménage et quitte la Caroline du Nord, elle vient s'installer à Washington, D.C., et juste à côté du bureau des brevets américains. De sorte qu'elle est juste à pied d'œuvre pour pouvoir déposer des brevets, mais elle est à ce jour encore Marie Kenner, son nom n'est pas très connu pourtant, elle est l'afro-américaine qui de toute l'histoire des États-Unis a déposé le plus de brevets. Ça n'est pas gigantesque, c'est 5 brevets, mais dont celui de la fameuse ceinture hygiénique. Et justement, en quoi consiste cette invention? La grande nouveauté avec son dispositif, c'est son élasticité et son caractère ajustable. Parce que c'est un peu comme des bretelles, si vous voulez. Évidemment, l'invention de l'élastique, ça a excité sa créativité. Mais bien sûr, d'une femme à l'autre, on n'a pas besoin, si Rim et moi on met un pantalon, on n'a pas besoin de la même ceinture. Donc le fait de pouvoir l'adapter à toutes les morphologies, déjà, c'était un grand mieux. Elle a eu une autre idée géniale, c'est qu'elle a mis une sorte de petite pochette, elle l'a garnie d'un morceau de tissu lui-même à peu près imperméable, et il y avait déjà un petit élément de quelque chose d'adhésif. Donc, avec Marie Kenner, à ce moment-là, la serviette hygiénique est née. Donc, j'imagine que ça a été un succès, ça a été commercialisé ensuite? Oui, ça a été un grand succès. Ça a été un grand succès, mais ça a été un moment rendu obsolète, parce qu'à partir du moment où on a réussi, dans les années 70, à mettre au point la bandelette adhésive qui adhérait complètement et de façon assez forte aux sous-vêtements, le système de bretelles et de ceinture, évidemment, on n'en avait plus besoin. Donc on a les serviettes hygiéniques et les tampons, ça a été inventé à la même période ou... Pas du tout, cher monsieur. Alors, les tampons, ça a été inventé pendant la guerre de
de 14, figurez-vous, parce que les infirmières se sont rendues compte que ces tampons de ouate très épaisses qu'on utilisait pour épancher, pour absorber le sang des blessures des soldats, eh ben, ça pouvait, ma foi, être fort utile pour les femmes quand elles avaient leurs règles. Et de même, les fameuses cups, aujourd'hui, toutes les jeunes filles portent ça, c'est tout à fait à la mode. Ça a été inventé en 1937. Donc, vous voyez, nos grands-mères, elles connaissaient déjà en 14 le tampon, en 37 les cups. C'était pas aussi diffusé que ça l'est aujourd'hui, mais ça existait déjà. Est-ce que Marie Kenner a fait fortune avec son invention? Pas du tout, parce que d'abord, elle n'avait pas un sou, elle n'avait pas de quoi déposer son brevet, ça coûtait très cher, elle l'a déposé qu'en 57. Il y a bien un représentant d'une firme qui est venu la voir, qui envisageait d'acheter sa ceinture hygiénique, mais c'est ce qu'elle a raconté. Elle a raconté quand il a vu qu'elle était noire, ça a dissuadé l'entreprise de tabler sur elle, de communiquer sur elle. Mais on peut dire que cette femme, en tout cas, elle a vraiment changé la donne pour la moitié de la population mondiale grâce à la serviette hygiénique, et elle a fait toutes d'autres inventions qui étaient au service du plus grand nombre, mais aussi au service de sa sœur. Elle avait une sœur qui souffrait de sclérose en plaques, et donc toute sa créativité a été placée au service des femmes. Elle a vraiment changé, non pas leur quotidien, leur vie quotidienne, mais en tout cas un moment de leur vie dans le mois. Chaque mois, on peut penser à Marie Kenner. En plus, elle était très belle, vous voyez. Elle a rendu service au moins à la moitié de l'humanité. Exactement. Eh bien, merci Clémentine pour ce très joli hommage. Je ne connaissais pas cette histoire. C'est toujours si bien raconté. Vraiment, merci beaucoup. Et tout de suite, on parle de Tue l'amour avec Gilbert Boujaoudé. Mais avant ça, on a reçu la question de Corinne qui nous demande si on peut faire baisser son cholestérol sans aucun médicament. Eh bien, nous y répondons dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré au cholestérol. Gilbert, on va parler de ce qu'on appelle les tue-l'amour qui peuvent gâcher le plaisir sexuel. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez un tue-l'amour, un truc qui vous dit « Ah non, je ne supporte pas ça ». Les odeurs corporelles, moi, j'ai du mal. Odeur corporelle, je suis assez d'accord. Clémentine? Non, moi, la sueur, je trouve ça assez érotisant. Les chaussettes, je me vraiment... Non, parce qu'il y a aussi quelque chose de fulgurant dans l'acte sexuel. Alors, on se fiche de ce que son partenaire a des chaussettes, non, vous ne croyez pas? Donc elle fera partie de la deuxième moitié du classement des meilleurs tue-l'amour, ou des pires plutôt tue-l'amour. Non, le comportement, parce que vous disiez... En fait, le premier qui arrive en tête, c'est l'hygiène. C'est vraiment les odeurs, les ongles sales, etc. C'est celui qui arrive en premier. Oui. Ensuite, on a plus du comportement. Par exemple, les mauvaises attitudes, manque d'attention, manque de séduction. L'utilisation du téléphone au lit rentre aussi dans le top 5. J'aurais même pas pensé. L'ambiance peu propice à la légèreté et à la liberté. Et le fait de parler de son ex, etc. Bref, il y a toute une liste. Parler de son ex, mais quelle idée. Et pourtant, ça paraît évident. J'appelle mon ex, je suis à toi tout de suite. Ça, c'est sûr. Je vais lui demander. En fait, ça paraît évident, mais bon, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille au-delà de la chaussette au roquefort et la laine à l'ail et de parler d'erreurs qu'on peut commettre dans toute bonne foi et qui sont directement liées au fonctionnement de la sexualité. Alors, on va débuter avec ce qu'on appelle les préliminaires. Commençons par les préliminaires qu'il ne faut pas oublier et qu'il ne faut surtout pas faire sous la forme de préliminaires, c'est-à-dire quelque chose qui précède ou qui prépare quelque chose de plus important qui va arriver ensuite. Ça, c'est la définition C'est la définition dans le dictionnaire de préliminaire. préliminaire. Exactement. Donc, si on les fait en tant que préliminaire et non pas en tant qu'acte sexuel à part entière, ça va nous provoquer deux pièges. Le premier, c'est qu'on ne va pas en profiter pleinement puisque inconsciemment, on prépare et on attend les choses les plus importantes qui vont arriver après. Et aussi, on risque de ne pas y revenir ensuite pendant l'acte. Or, la sexualité qui suit un ordre précis, préliminaire, pénétration, jouissance, c'est une sexualité très bien adaptée à la reproduction. La sexualité qui ne suit pas un ordre précis est beaucoup plus fidèle à la sexualité plaisir. Enfin, on prend qu'une entrée au restaurant et on est très satisfait. Exactement. Qu'un dessert. Ou le dessert. Ou le dessert. Plutôt le dessert. Alors, il y a la définition, mais il y a également peut-être parfois un manque de connaissance du corps, son corps ou du corps de l'autre, qui peut expliquer quelques petits le manque de connaissance d'anatomie et de physiologie. Et je vais vous donner deux exemples. L'un anatomique, l'autre physiologique. L'exemple anatomique, on va parler du gland, que ce soit celui du clitoris ou plus tard du pénis. Vous voyez ici le clitoris, vous avez l'entrée du vagin ici, les branches internes du clitoris. Et la partie que vous voyez là, c'est la partie extérieure visible du clitoris, qu'on appelle le gland du clitoris, tranquillement sous son petit capuchon, c'est comme le prépuce sur le pénis. Cette partie du clitoris est très innervée et elle contient beaucoup de capteurs de sensorialité. Mais souvent, il n'y a qu'une petite zone, déjà que le clitoris fait que quelques millimètres,
il n'y a qu'une petite zone de 1 ou 2 mm qui est vraiment déclenchante de l'orgasme. C'est ce que j'appelle moi la zone gâchette. Et cette zone-là peut être un peu en haut, un peu à gauche, un peu en bas, et ça change d'une femme à une autre. Et comme elle est petite, ça explique pourquoi beaucoup de femmes disent « ça se joue à 1 mm près ». Ça veut dire que si on change la stimulation au moment où le plaisir est vraiment très intense, très important, ça peut couper vraiment la dynamique d'arriver vers l'orgasme. Donc ça, c'est pour le clitoris. Et du côté du pénis, mode d'emploi. Alors, l'erreur au niveau du pénis est différente, puisque souvent on considère qu'un pénis, ça fonctionne. Les pénis, tous fonctionnent pareil pour donner du plaisir. Et pourtant, non, ce n'est pas comme une manette avec des boutons standards ou universels. Vous avez par exemple la couronne du gland qui est ici, le frein, le sillon entre le gland et le prépuce qui est à l'arrière, et la surface du gland. Tout ça, ça peut donner des sensations différentes d'un homme à un autre, et même des sensations qui peuvent aller de agréables à désagréables. Et les sensations peuvent varier avant ou pendant l'érection ou après l'éjaculation. Donc prendre le temps de découvrir tout ça permet d'améliorer le plaisir. Ça, c'est l'anatomie. Vous avez également des explications à propos de la physiologie avec des différences hommes-femmes. Exact. Surtout la montée de l'excitation. On a l'habitude de considérer que le plaisir sexuel fonctionne de cette façon. On a l'excitation qui monte progressivement. Et ensuite, elle arrive dans cette zone-là qu'on va appeler zone d'imminence de l'orgasme. Et ensuite, il y a un seuil de non-retour ou un point de non-retour. Si on dépasse ce seuil-là, on arrive dans la fameuse zone orgasmique. Sauf que ça, c'est bien adapté pour la sexualité masculine. C'est pour ça d'ailleurs que les hommes qui arrivent dans la zone d'imminence de l'orgasme, ça devient très difficile pour eux de se retenir d'éjaculer. Et s'ils dépassent le seuil, là, ils vont éjaculer, jouir, peu importe ce qu'on fait, même si on arrête les stimulations. Chez la femme, c'est différent. Ce seuil de non-retour n'existe quasiment pas. Et la zone d'imminence est très fragile. Ça veut dire que si on arrive dans cette zone d'imminence et qu'on décide à ce moment-là de changer le type de stimulation qu'on est en train de pratiquer, ça peut couper complètement la dynamique de l'orgasme, même si on était très près. Pour résumer, Gilbert, en quelques mots, finalement, il faut bien connaître son anatomie et le fonctionnement de son corps et du corps de son partenaire. S'informer sur tout ça. Et puis j'aimerais terminer par une dernière erreur. C'est probablement la plus oubliée. C'est ce que j'appelle moi la rémanence sexuelle. Après un rapport sexuel, notre corps continue à sécréter les hormones du plaisir, de bien-être, détente, d'attachement. Donc ne pas profiter de ce que j'appellerais la pré-sexe, c'est comme quitter la scène de théâtre avant le dernier acte. La sexualité, vous retenez, se prépare, se construit avant les rapports sexuels, se vit pendant et se savoure après. Merci beaucoup Gilbert. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction Saint-Étienne. Nous vous emmenons dans un service hospitalier unique en France. Pour être pris en charge, il faut être fatigué. Alors, pas une fatigue passagère après une mauvaise nuit, mais une fatigue écrasante, dont les patients ne parviennent pas à se remettre, souvent à cause d'une maladie chronique. Et vous allez voir que le traitement est étonnant. Reportage de Camille Leclerc, Julien Nativel, Maureen Marion. Je m'appelle Amel, j'ai 44 ans et je suis ici pour pouvoir réduire ma fatigue. Amel est arrivée au bon endroit. Dans le seul service hospitalier en France où l'on traite la fatigue chronique. Difficile à décrire et encore plus à soigner, ces 3 spécialistes de l'activité physique en sont les experts. Donc parlez-moi de votre fatigue. Quand est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que c'est tout le temps? Est-ce qu'il y a des périodes dans la journée où vous êtes plus fatigué que d'autres? Alors dans la journée, c'est simple, c'est comme un portable. Je dis le matin, je suis à plein, je suis à 100%. Et après, à partir de 1h, il n'y a plus de batterie par contre. Et ça dure depuis 10 ans. Une vie au ralenti après une rupture d'anévrisme qui a entraîné une hémorragie dans son cerveau. Moi, c'est beaucoup la fatigue cognitive. Alors, je ne viens pas quand je peux aller le voir avec les enfants. Je jure que après, je dis non, j'arrête et je vais aller me coucher. Tellement ça fait travailler le cerveau. J'ai l'impression qu'il y a ma tête qui va exploser. Alors, le brouillard cérébral, ça définit bien cette fatigue. Elle est moins décrite que la fatigue périphérique, que la fatigue musculaire. Mais je pense qu'elle est peut-être encore plus handicapante et elle limite encore plus les activités sociales. Le fatigomètre n'existe pas, mais cela n'a pas freiné ces experts. Après plusieurs années de recherche, ils ont mis au point une quinzaine d'outils de mesure. 3, allez, on serre le plus fort possible, encore. Ok, on relâche. L'objectif de ces évaluations, c'est de voir quel est l'impact de la fatigue chronique et d'apporter justement un traitement qui va être adapté. Les scientifiques cherchent à mesurer ce qu'entraîne la fatigue dans l'organisme d'Amel. Et on va faire 3 essais. On teste la force instantanée et l'endurance, là ça va être sur une bicyclette. On va tester la résistance à la fatigue et puis la santé du système nerveux autonome.
C'est aussi le point de départ d'un parcours porteur d'espoir. Moi, ce que j'aimerais, c'est partir seule avec mes enfants un week-end. Leur montrer la maman que j'étais avant. Un peu folle. Pour cela, il va falloir bouger. Car le seul médicament anti-fatigue, c'est l'activité physique adaptée. Tous ces patients souffrent d'une fatigue chronique et démarrent un programme de 3 mois. Même si ça chauffe un peu de partout, ça fait du bien à la tête. C'est contre-intuitif, mais ces chercheurs en sont convaincus. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que dans 95% des cas, l'activité physique permet de soulager la fatigue. On peut être fatigué car on dort mal. L'activité physique est connue pour améliorer le sommeil. On peut être fatigué car on a une espèce de syndrome inflammatoire. L'activité physique est aussi connue pour améliorer cela. Et enfin, ça peut être un aspect un petit peu plus psychique. Et on sait aussi que l'activité physique permet de diminuer notre anxiété, notre dépression, etc. 3 mois après le début du programme, les patients sont de retour à l'hôpital pour l'évaluation finale. Leurs données permettront aussi de faire avancer la recherche. Donc là, vous respirez bien calmement, s'il vous plaît. Un test de souffle, une épreuve d'effort maximal ou encore un test d'équilibre qui, pour Patrick, est une petite victoire. Parfait. Il y avait pratiquement 0 au niveau de l'équilibre. Là, je suis agréablement surpris. J'ai tenu les 30 secondes. Un petit peu... C'était château-branlant quand même. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti pour 6 minutes. Patrick revient de loin. En attente d'une greffe de rein, il était épuisé par la dialyse. Un traitement pendant lequel il fait désormais de l'activité physique. Alors j'ai commencé le vélo chez le kiné. On faisait 10 minutes. Et après, à la dialyse, on a mis en place un système de pédalier. J'ai commencé par un quart d'heure et puis maintenant j'en suis à 3 heures. Donc 400 mètres au lieu des 365 la dernière fois. C'est bien. Un petit peu plus quand même, c'est pas mal. Avant le début du programme, c'était très compliqué. C'est-à-dire que les jours de dialyse, je rentrais, c'était repos obligatoire. Aujourd'hui, je peux me permettre d'aller faire des courses. Ce qui est très confortable parce qu'on vit au moins, on voit du monde. Qu'avant, on était un petit peu enfermés. Une qualité de vie améliorée, c'est l'objectif principal de ce programme anti-fatigue. 1 an et demi après sa création, près de 200 patients ont déjà été pris en charge. Et je vous rappelle le livre présenté dans ce reportage, Défatiguez-vous, coécrit par le professeur Millet et les docteurs Hupin et Morel, publié aux éditions Marabout. Tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Alors, c'est Mélanie donc, qui nous a écrit en nous demandant est-ce que l'eau gazeuse est mauvaise pour la santé. Alors, je ne sais pas si autour de la table, vous êtes plutôt adepte aux plates, aux gazeuses ? Aux gazeuses. Gazeuse. Ah, que des fans. Bon, vous avez tous goûté, comme on a dit tout à l'heure. Alors, l'eau gazeuse, elle est de plus en plus souvent consommée, que ce soit au restaurant ou à table. Et 1 Français sur 10 en consommerait tous les jours, même si tout le monde n'apprécie pas son petit goût un peu amer. Les bulles, elles viennent du dioxyde de carbone contenu dedans. Et il y a des eaux à fines bulles ou à plus grosses bulles. Et la bonne nouvelle, c'est que ça hydrate comme l'eau plate, parce que c'est pas du tout comme les boissons gazeuses sucrées. Et ça pose pas tellement de problèmes en réalité sur la santé. Non, absolument. On va rassurer notre téléspectatrice. Globalement, si vous n'avez pas de problème de santé particulier, l'eau gazeuse ne présente pas de risque. Donc, vous pouvez vous faire plaisir si vous aimez ça. Et il y a même des eaux qui sont riches en calcium, en magnésium. Il y a des bicarbonates. Donc, ça peut être intéressant pour les apports nutritionnels. Le magnésium, par exemple, ça peut aider aussi en cas de constipation. Et il y a donc dans certaines eaux gazeuses des bicarbonates. Et ça peut être intéressant pour la digestion. Alors, pour d'autres personnes, ça peut donner un peu de ballonnement. Donc, à chacun de voir aussi ce qui lui convient. Et puis, un autre point positif, ça pourrait avoir un effet positif sur les calculs rénaux également. Donc, plutôt bonne pour la santé, ces eaux. En revanche, attention à leur teneur en sel. Et là, ça peut énormément varier. Oui, exactement. Alors, regardez, on a pris une petite étiquette pour vous aider à la lire. Hein. Voilà, il y a écrit sodium et non pas sel. Vous avez une valeur à côté. Et donc, si votre médecin vous a recommandé de manger peu salé parce que vous faites de la rétention d'eau ou de l'hypertension artérielle, eh ben, dans ce cas, on peut rester sur des eaux avec une teneur entre 10 et 50 mg de sodium par litre. Et on vous a préparé donc des petits cartons avec différents
différentes eaux. Vous avez donc la Salvetta, la Perrier et la San Pellegrino qui font partie des moins salées. Et puis, il y a des eaux un peu plus riches en sodium ou même nettement plus riches. La Quézac, la Badois, la Rosanna et la Vichy Célestin en contiennent plus. Voilà, donc si vous ne pouvez pas vous passer d'eau pétillante, en tout cas, ce qui est bien, c'est d'en choisir une avec le moins de sodium possible. Et puis, il y a certaines personnes, vous savez, qui se sont mis aussi à l'option des bonbonnes à la maison. Voilà, comme ça, moins de plastique, ça a à peu près la même, ça a la même composition que l'eau du robinet et c'est assez économique. Eh bien, merci Rym de toutes ces précisions. J'en prie. Efficace, très clair, on a tout compris. Merci beaucoup. On passe à notre dossier du jour. C'est un coupable invisible, le cholestérol, qui agit en silence. Il est indispensable au bon fonctionnement de notre corps, mais peut devenir dangereux s'il est présent en trop grande quantité. Alors, comment prévenir ce risque en adaptant son alimentation? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Jacques Fricker, médecin nutritionniste et auteur du livre « Manger intelligent, éloge de l'omnivore ». C'est publié aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions encore par SMS au 41 555. Docteur Fricker, elles sont vraiment très nombreuses les questions. Il y en a énormément autour du cholestérol. Alors, on va parler du cholestérol d'emblée. Sonia, elle nous dit « J'ai trop de bon cholestérol. Est-ce problématique ? Si mon cholestérol total est très élevé ». C'est vrai qu'on a du mal pour Non, non. En fait, lorsque le cholestérol total est élevé en raison d'un cholestérol, le bon cholestérol élevé, c'est excellent. On a beaucoup moins de risques cardiovasculaires que quelqu'un qui aurait un taux de cholestérol bas dans ces cas-là. Parce que finalement, le cholestérol total, c'est le reflet de l'ensemble du cholestérol, voilà, qu'il soit bon ou mauvais, donc il faut regarder en détail. Et le bon, c'est le HDL en majuscule, ça c'est le bon cholestérol. Le mauvais, tout de moins mauvais quand il y en a trop, c'est le LDL cholestérol. Et ça, c'est le médecin ou le cardiologue qui pourra vous dire quel est le bon, quel est le mauvais. Mais quand on a beaucoup de bons, c'est excellent. Marlène nous pose cette question. Est-ce que l'âge joue sur le cholestérol? Parce qu'on ne voit pas trop de cholestérol chez les enfants d'ailleurs. Oui, alors l'âge joue. Avec les années, on risque de prendre d'avoir un peu plus de cholestérol. Mais de notre côté, le cholestérol est moins dangereux après 70 ans. Donc il faut surtout s'occuper de son cholestérol. Entre 40 et 70 ans, il ne faut pas se dire à 40 ans, ça va, j'ai le temps ou autre. Si on a trop de cholestérol à 40 ans, il faut s'en occuper, parce que vous risquez d'avoir 10-15 ans plus tard un infarctus. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi après 70 ans, c'est plus grave de faire du cholestérol? Parce que les études, enfin notamment après 70-75 ans, montrent que l'excès de cholestérol a moins d'impact sur les artères. Il faut mieux quand même l'abaisser et bien manger, mais ça a moins d'impact que plus jeune. Vous avez parlé de maladies cardiovasculaires. On va vous expliquer ce qu'il se passe et on va parler également d'alimentation. Parce que quand on pense cholestérol, on pense que ce n'est que l'alimentation. Or, nos apports en cholestérol proviennent que d'environ 1/3 de notre alimentation. Les 2/3 du cholestérol sont fabriqués par le foie. Et ce qui fait qu'on peut avoir une prédisposition génétique à en faire un peu plus. On a parlé tout à l'heure du bon cholestérol qui s'appelle le HDL, qui ensuite va être éliminé, qui permet justement de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Et ce qui nous inquiète, et ce dont on va parler, c'est le risque d'avoir du mauvais cholestérol. Puisque lorsque vous avez trop de cholestérol, on va voir ce qui se passe dans vos artères, vous favorisez la survenue de plaques. On parle de plaques d'athérome, ces dépôts de cholestérol qui, avec le temps, peuvent boucher les artères de deux façons, soit parce que la plaque est trop importante, soit parce que la plaque va se fissurer. Or, si la plaque se fissure, eh bien forcément, au niveau des artères du cœur, il va y avoir un caillot qui se forme et qui fait notamment l'infarctus du myocarde. On a reçu cette question d'une téléspectatrice. La question a disparu, qui nous demandait si on a du bon cholestérol versus du mauvais, est-ce que les deux s'équilibrent? En partie, mais il faut quand même parfois traiter le mauvais cholestérol pour l'abaisser, lorsqu'on a du bon. Donc le bon cholestérol ne suffit pas. Voilà, ne suffit pas toujours pour avoir des bonnes artères. À partir de quel âge il faut faire les bilans sanguins? Bon, je pense que c'est bien d'en faire, si on a des antécédents familiaux cardiovasculaires ou d'excès de cholestérol dès l'âge de 20 ans, et sinon, à 40 ans, il faut faire un premier bilan, et ensuite tous les 5 ans, puis tous les 2 ans. On n'attend pas les symptômes pour faire non, il ne faut surtout pas attendre les symptômes, parce que l'objectif, c'est de faire une prévention primaire, donc de prévenir l'infarctus, de prévenir les artères bouchées, avant de les avoir, bien sûr, et avant les symptômes. On va parler des médicaments pour faire baisser le cholestérol. On parlera dans quelques instants de l'alimentation, des œufs, du fromage, des amandes, des flocons d'avoine. Mais parfois, on a besoin de prendre des médicaments, ce qu'on appelle des statines. Ça marche pour faire baisser le cholestérol? Ça marche très bien pour faire baisser le cholestérol et ça marche également pour faire baisser le risque d'infarctus. Donc, quand on a vraiment besoin de statines, il faut les prendre. Certaines personnes les supportent mal, certaines personnes ont des crampes, certaines de la fatigue. Il faut parfois changer de statine ou parfois prendre des statines 1 jour sur 2. Et puis, il y a d'autres traitements plus complexes. Lorsque vraiment on n'arrive pas du tout à supporter les statines,
il y a d'autres traitements envisageables. Mais le fait de bien manger, c'est tout à fait complémentaire de ces médicaments. Ça rajoute une protection en plus. Il ne faut pas croire que le médicament empêche de bien manger. Au contraire, il faut encore plus se protéger grâce à une alimentation saine. On nous pose cette question, est-ce que les statines sont dangereuses sur le long terme? On peut les prendre toute notre vie? On peut les prendre toute la vie. Les statines sont bénéfiques pour les personnes qui en ont besoin. Au bout de combien de temps le traitement agit? C'est Martine qui nous pose cette question. Dès le premier mois, le traitement, on voit une nette diminution du cholestérol avec les statines. Vous avez déjà fait un bilan de cholestérol autour de la table, Rim? Oui, pour la prise de la pilule, et bon, ça allait. Donc prise de pilule, ça peut faire partie du oui, bilan. Oui, tout à fait. Avant la pilule, il faut faire un test de cholestérol, parce que cholestérol plus pilule, là, il y a un risque d'embolie, enfin un risque de cardiovasculaire important. Donc si on a trop de cholestérol, la pilule est à... Il faut voir avec son gynéco, ou avec son cardiologue, ou son médecin traitant, effectivement. Clémentine, Gilbert, vous avez fait des bilans? Oui, je voulais savoir si le cholestérol est normal, par exemple. Tous les combien de temps vous conseillez de le recontrôler, revérifier? Tous les 2 à 5 ans. Alors, ça dépend un petit peu. Ça dépend également des antécédents familiaux. Si vous avez un cholestérol normal, mais si un de vos parents ou un de vos frères et sœurs a eu un infarctus jeune, ou un accident vasculaire cérébral, là, il vaut mieux le faire tous les 2 ans. Il vaut mieux, dans ces cas-là, également faire un bilan cardiaque avec un score coronaire calcique, un Doppler des artères du cou, par exemple. Et s'il est un peu élevé, et il y a des personnes qui nous disent « je vais faire des efforts et on va recontrôler », combien de temps ça diminue? Il faut donner 6 mois. Il faut donner 6 mois à la fois d'activité physique, parce que ça fait également baisser le mauvais cholestérol et ça fait augmenter le bon, et d'une alimentation saine, saine et équilibrée, pour voir ce que ça donne. On peut faire monter le bon cholestérol? Oui, on peut faire monter le bon cholestérol. L'activité physique les fait augmenter. Une alimentation également riche en acides gras monoinsaturés, comme l'huile d'olive par exemple, basse en polyinsaturés, certaines huiles ne sont pas très bonnes, ou basse également en graisse végétale. Le vin, à toute petite dose, fait également augmenter le bon cholestérol, mais très vite ça devient toxique, donc là il ne faut peut-être pas trop en parler. Mais il y a des personnes qui, même en faisant du sport, même en mangeant sainement, n'auront pas un taux élevé de bon cholestérol, parce que génétiquement, ils vont avoir un taux faible de ce bon cholestérol. Il n'y a pas de lien entre notre poids et le cholestérol? On peut être mince et avoir du cholestérol et être en surpoids? On peut être mince et avoir trop de cholestérol, effectivement, mais le surpoids accentue le cholestérol. Donc, quand on a déjà un cholestérol limite, le fait de prendre du poids le fait augmenter. Inversement, si vous avez un cholestérol limite, du surpoids et que vous perdez du poids, là, généralement, il va baisser. Vous avez parlé justement de ce qu'on peut faire au quotidien et justement, ces changements d'habitudes alimentaires peuvent donner de très bons résultats. C'est ce que vous allez voir avec Emmanuel, qui a complètement revu son alimentation depuis 2 ans pour faire baisser son cholestérol. Un reportage de Khadija Darezig, Claire Debuisière et Lucie Dullois. Flâner près des étals de fruits et légumes, le rituel auquel Emmanuel s'astreint chaque semaine. Là, je regarde les légumes qui pourraient m'intéresser le plus. Je pense que je vais faire une salade croquante. Son objectif depuis plusieurs mois, faire des repas faits maison et équilibrés. Moi, j'aime bien cuisiner, donc non, ça n'a pas été très compliqué. Je vais plutôt chercher à faire des petits changements au fur et à mesure. Des petits changements pour réduire un cholestérol devenu trop élevé. C'est ton choix? Oui, et je voudrais prendre un pain complet aussi. Bien sûr. Susceptible de favoriser des maladies cardiovasculaires bien connues, comme l'AVC. Un taux de cholestérol inquiétant révélé par une prise de sang de contrôle il y a 2 ans. C'était en juin 2024. Donc j'avais 8,68 pour un attendu de 1,70 en triglycérides. Le cholestérol aussi, je suis au double de ce qui est attendu, quoi. Je me disais oui, je suis au-dessus, mais bon, je me sentais pas en mauvaise forme. Voilà, donc c'est vrai qu'après, quand elle m'a dit, mais là maintenant on est obligé de prendre des médicaments parce que sinon c'est dangereux, ça m'a fait penser les choses autrement quand même. Ouais. Des médicaments à base de statine qu'Emmanuel prendra pendant plusieurs mois. Alors, au menu aujourd'hui, on va faire une salade betterave-carotte et une salade de lentilles. Sa cardiologue l'oriente également vers une diététicienne pour améliorer significativement son alimentation. J'aimais bien le sucre, le gras et le sucre. Le petit déjeuner, je mangeais beaucoup de pain avec du beurre et des confitures. Je pouvais faire plusieurs repas dans la journée facilement. Et grignoter, passer des cacahuètes à un paquet de biscuits ou un paquet de bonbons. Plus de fruits, de légumes et moins de gras, sans pour autant adopter un régime alimentaire trop drastique.
Il faut donner du goût quand même. Effectivement, que ça baigne dans l'huile, non, mais un peu d'huile d'olive, ça va tout de suite apporter de l'arôme et une meilleure satiété, une satisfaction de manger. Un rééquilibrage qui a porté ses fruits. Allez Maëlle, mets la table. Il a permis à Emmanuel de faire baisser son cholestérol et d'arrêter son traitement. Ça me fait plaisir, et puis surtout on le sent dans son corps en fait, quand on a moins de gras, moins de sucre, puis d'avoir repris le sport, on récupère du tonus et de la forme, quoi, et c'est quand même agréable. Reprendre une activité physique pour accompagner les efforts faits dans l'assiette. Une étape essentielle pour faire baisser son cholestérol. Chaque année, cette diététicienne accompagne des patients comme Emmanuel dans cette démarche. L'activité physique, elle est indispensable pour réguler son taux de cholestérol et on propose aux patients de trouver une activité physique qui lui est propre, qu'il aime et qui va pouvoir pérenniser dans le temps. L'objectif de la prise en charge, c'est que ce soit durable. Il ne faut pas qu'on se dise bon ben voilà, je réduis mon cholestérol pour que dans 6 mois mes analyses soient bonnes et que le médecin est content, mais c'est vraiment que ça perdure dans le temps. Des efforts réguliers pour améliorer son hygiène de vie et permettre de réduire efficacement son cholestérol. Le message est important dans le reportage. La diététicienne dit attention, c'est des efforts constants. Parce que souvent, on va mettre le paquet les 3 à 6 premiers mois, on va plus rien manger. J'entends des gens dire j'arrête le beurre, j'arrête les œufs, j'arrête le fromage, j'arrête la vie en quelque sorte. Et au bout de 6 mois, ça baisse, mais on finit par craquer. Alors c'est pour ça qu'il faut continuer la vie, il faut continuer à manger des aliments qu'on apprécie. Il faut de temps en temps faire autre chose que du diététiquement correct pour que ça tienne longtemps. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aliments interdits, on peut même manger du gras quand on a du cholestérol? Bien sûr, on peut même manger de temps en temps une viande grasse, de temps en temps du foie gras, une pâtisserie et autres, oui. Pas tous les jours, on mangera par exemple le plus souvent des fruits ou des yaourts en dessert. Et puis si 2 fois par semaine vous prenez une pâtisserie, il n'y aura aucun problème. 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Alors, déjà pas mal. On a cette question de Géraldine qui nous demande si les œufs sont vraiment mauvais pour le cholestérol. Alors les œufs c'est intéressant parce que les œufs sont riches en cholestérol, mais n'augmentent pas la mauvaise part du mauvais cholestérol. Et ce qui fait que de nombreuses études américaines ont montré que le fait de prendre des œufs, 5, 6, 7 œufs par semaine, n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Sauf chez les diabétiques. Ça, c'est nouveau. On disait, enfin, nouveau, ça fait déjà quelques années. Mais... Ça, c'est effectivement. Parce que dans l'esprit, ça reste comme ça. Donc, si vous aimez les œufs, vous pouvez très bien manger 4, 5, 6 œufs par semaine. Pas de problème, c'est riche en protéines, c'est bon marché, ce qui est également important. Et ça permet donc de raffermir les muscles comme les autres sources de protéines. On a également, quand on va au supermarché, certains aliments qui ont des allégations. Et là, on a des flocons d'avoine. Et là, je ne sais pas si vous allez voir à la maison, mais on a un petit cœur. Et ça nous dit que ça aide à contribuer à réguler le cholestérol. Alors, ça, c'est vrai pour les flocons d'avoine. Flocons d'avoine et cholestérol, c'est OK. Absolument. Flocons d'avoine, en plus, ce sont des glucides à faible indice glycémique, qui sont très bien. J'ai bien dit flocons, ce ne sont pas des pétales. Ce ne sont pas les céréales croustillantes, qui, elles, ne sont pas bonnes ni vis-à-vis du diabète, ni pour le poids, ni pour les cœurs. Par contre, les flocons d'avoine, ça, c'est très bien. Donc, non seulement c'est très faible en sucre rapide, et en plus, ça fait baisser en partie le cholestérol. Absolument. On en trouve des complets aussi. Est-ce que ça change quelque chose? Il vaut mieux que ce soit complet. C'est mieux. Il vaut mieux également que ce soit biologique. Quand c'est complet, il vaut mieux que ce soit bio. Parce que sinon, il y a quand même les pesticides sur l'extérieur. Ça se consomme comment? Uniquement avec du lait ça, vous pouvez prendre ça avec du lait, vous pouvez prendre ça, le cuire ou ne pas le cuire. Ça peut être très bon également dans un yaourt. Vous mettez une cuillère dans un yaourt, ça l'épaissit. Si vous avez une petite faim vers 17h, ou par exemple, vous prenez un yaourt avec une cuillère de flocons d'avoine, quelques myrtilles, quelques fraises ou demi-banane, par exemple, ça fait une excellente collation. Mais alors, docteur, si je me fais un œuf mayo avec une mayonnaise à l'huile de colza, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est pas mal, mais il vous manquera des légumes. Vous faites également une salade avec ça, ça sera encore mieux. C'est pas mal, hein. Moi je retiens, c'est pas mal. Vous rajoutez des choses, au lieu de supprimer pas la mayo. Absolument. Si on prend l'exemple du sel, ou de la charcuterie ou du fromage qui sont riches en sel, ce qui est important pour l'hypertension, donc pour les artères, c'est l'équilibre sodium-potassium au niveau du rein. Et vous avez beaucoup de potassium qui est un bon élément dans les fruits et légumes, et puis qui contrebalance l'effet du sel. Donc vous prenez votre roquefort avec une belle salade verte, ça sera beaucoup mieux pour vos artères que si vous prenez votre roquefort tout seul. C'est-à-dire que l'œuf mayo, c'est OK? Avec une salade, oui. OK. Ah ben, bien. Vous faites venir aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On pas tous les jours. Vous avez dit 6 ou 7. Hein, vous allez prendre parfois des sardines, par exemple, ou du saumon.
On a parlé des allégations santé, donc vous avez dit que pour les flocons d'avoine, c'est OK, mais on a également des margarines, pardon. Et là, on nous dit que ça contient des oméga 3, des oméga 9 et des oméga 6. Et c'est écrit là, ici, ça aide à réduire le cholestérol. Alors, et c'est souvent des beurres, enfin des margarines qui coûtent assez cher. Alors, c'est que ces margarines font baisser le cholestérol. On n'a jamais montré que ça faisait baisser le risque cardiovasculaire. Moi, je suis extrêmement sceptique vis-à-vis de ces produits. Ça fait plus de 30 ans que ça existe. Il n'y a jamais eu d'étude qui montrait qu'il y avait vraiment un impact sur les artères, à différence de l'huile d'olive, des huiles de colza, par exemple, qui, elles, ont montré une efficacité. Donc, il vaut beaucoup mieux prendre huile d'olive, huile de colza à la place de ces margarines. Et sur la tartine du matin, moi, je préfère plutôt conseiller à mes patients de prendre un peu de beurre. Du vrai beurre, du coup. Du vrai beurre. Et gras, faisant les choses les plus simples. Oui, mais ça aussi, c'est gras, c'est aussi gras. Mais ça fait baisser le cholestérol, encore une fois, mais il n'y a pas d'effet démontré sur les artères. Et l'important, ce sont les artères, ce n'est pas seulement le cholestérol. On nous demande s'il y a d'autres aliments à privilégier pour faire baisser le cholestérol. Oui, donc on a dit les fruits et les légumes, les aliments complets, donc plutôt du pain complet, du pain de sec, du pain aux céréales. Importance des légumes secs, lentilles, pois chiches, très intéressant. Les poissons gras sont très intéressants, notamment les petits poissons, parce que les gros poissons gras comme l'espadon ou le thon rouge sont riches en métaux lourds. Maquereaux, sardines, harengs, anchois. Ça, c'est très bien, même en conserve. Mais un poisson gras peut nous aider à faire baisser le cholestérol. C'est un peu contre-intuitif. En fait, le poisson gras baisse légèrement le cholestérol, mais surtout les oméga 3 du poisson ont une activité, ce qu'on appelle anti-agrégante. Ça empêche les plaquettes de faire un caillot. C'est une activité anti-caillot. Donc, il a vraiment été montré qu'il y avait une nette diminution. Mais attention, si vous prenez des gélules, des compléments alimentaires d'oméga 3, aucun effet. Et l'aliment a des vertus que le nutriment dans le complément alimentaire isolé n'a pas du tout d'effet. Ne croyez pas qu'on peut remplacer l'alimentation saine par des pilules. C'est vraiment bien manger qui est important. Mais encore une fois, les conserves de poisson, il n'y a aucun problème, c'est simple, c'est bon marché. Si vous n'avez pas le temps d'aller acheter du poisson aussi, c'est trop cher. Louise nous demande si le café peut avoir une influence sur le cholestérol. Alors non, par contre, le café accélère légèrement le cœur, mais intéressant, 2-3 tasses de café, ça fait baisser le risque cardiovasculaire. Ça a été assez récemment démontré. Sauf si vous avez des troubles du rythme cardiaque, là, il faut en parler à votre cardiologue avant. Mais sinon, prendre 1, 2, voire 3 cafés par jour, vous pouvez tout à fait continuer. On a Marc qui nous pose cette question. Pourquoi certaines personnes ne font attention à rien et elles ont malgré tout de bons résultats en matière de cholestérol? Ça, c'est la génétique. Le cholestérol est très influencé par la génétique. Il y a des personnes qui vivent très sainement, qui sont minces et qui vont avoir un taux de cholestérol au plafond et un taux de bon cholestérol très bas. Et ça, malheureusement, ça dépend pour qui. Mais pour eux, malheureusement, ils ont la mauvaise carte. En 15 secondes, une fois ménopausée, est-ce que le cholestérol augmente forcément? C'est Monique. Pas forcément, mais il y a un risque. Donc, faire un bilan également un an ou deux après la ménopause, oui. Bon, Angélique, on y avait répondu, mais on va quand même y répondre. Peut-on avoir du cholestérol même en étant mince? Oui. Oui, même en étant mince. On a plus de risques d'en avoir quand on est en surpoids, mais on peut en avoir quand on est mince. Allez, une dernière. Muriel, elle a 35 ans, elle n'a aucun problème de santé. Elle nous demande si elle doit quand même surveiller son cholestérol à 35 ans. Bon, ça serait bien qu'elle fasse une prise de sang. Si elle a pris la pilule, elle prend la pilule sûrement. Et sinon, dans 5 ans, oui. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci c'est passionnant, on a appris plein de trucs. C'est grave cool. Je rappelle le titre de votre livre, Manger intelligent, éloge de l'omnivore, publié aux éditions Odile Jacob. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rim, Gilbert, Clémentine, merci beaucoup. Demain, nous recevrons quelqu'un que vous connaissez bien en Mac de la Santé et que vous aimez, c'est Philippe Croison. Et nous répondrons à toutes vos questions autour de la constipation. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain.